Merci d'avoir patienté et de nous avoir rejoints ce matin donc pour une webconférence TESI. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Florent Faguet, je suis responsable marketing solutions de paiement chez TESI. Ça inclut notre solution d'invoicing. Je suis accompagné ce matin de Guillaume Ruel, si tu veux dire bonjour et te présenter. Merci Florent, bonjour à tous. Donc Guillaume Ruel, moi j'en charge la direction commerciale chez Tessie France. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'agenda à vous proposer, mais surtout un objectif. Ça va être celui de vous apporter vraiment un éclairage sur le rôle des acteurs du dispositif d'invoicing et de facturation électronique, donc lié à la réforme. Parmi ceux-là, on compte le PPF, les OD et les PDP, donc des acronymes que vous aviez dû voir passer pour beaucoup. Et j'espère que si vous êtes là, vous en sortirez donc derrière avec la possibilité de mieux choisir ou mieux comprendre quelles sont les modalités de connexion et pour échanger vos factures et aussi pour réaliser vos déclarations de TVA. Donc un des on va dire, un des préambules que je propose, c'est de faire un rapide contexte vis-à-vis de la réforme. Alors, pour rappel, l'ordonnance du 15 septembre 2021 de la loi de finances 2020, elle rendait obligatoire, ou en tout cas elle rend obligatoire le passage à la facture électronique pour toutes les entreprises assujetties en France. Et sa mise en application était initialement donc prévue en 2023 et repoussée à 2024, avec un calendrier de déploiement qui avait été fixé par l'État pour démarrer en réception au 1er juillet 2024, et cela quelle que soit la taille d'entreprise. Et ensuite, côté émission, était prévu au départ un déploiement au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, puis 1er janvier 2025 pour les ETI, et au 1er janvier, je vais y arriver, 2026 pour les PME, les TPE. Alors j'en parle au passé, pourquoi? Parce que ce 28 juillet dernier, en fait, l'État a annoncé un nouveau report de ce calendrier, stipulant qu'en fait les modalités seraient précisées ultérieurement. Donc après, tout le monde est parti en congé. J'espère que d'ailleurs vos congés d'été sont bien passés. Et la question aujourd'hui, donc à la rentrée, c'est est-ce qu'on sait finalement un petit peu à quoi s'attendre? Bah, ça tombe bien puisque la semaine dernière, en tout cas depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier, on en sait un peu plus, et je vais laisser Guillaume, du coup, vous en parler. Ouais, merci Florent. Bah, ça nous semblait en tout cas important. On ne l'avait pas forcément prévu initialement en planifiant ce Très webinaire, de pouvoir vous apporter plus de visibilité, mais ça nous semblait indispensable en tout cas de faire le point suite alors au report qui a été annoncé en effet avant la trêve du mois d'août, mais également suite à la tenue de la communauté des relais jeudi dernier dans les locaux de la DGFiP. J'ai vu quelques inscrits dans ce webinaire qui me font dire j'étais pas tout seul à être présent. Certains d'entre vous l'étaient également. Mais voilà, ça semble important de refaire un point sur les conditions du report et surtout la visibilité que l'on a à date. Alors le premier point, et ça c'est les éléments communiqués de manière officielle par la Direction générale de la DGFiP, c'est les raisons du report. Alors, deux raisons principales. La première, c'est une réponse aux demandes des entreprises, en particulier des PME, TPE et d'une partie des ETI qui considéraient qu'elles n'avaient pas encore la maturité suffisante pour se mettre en conformité sur un certain nombre d'éléments. Et puis le deuxième aspect qui a été également communiqué par la DGFiP, c'est la sous-estimation et de la complexité de la mise en œuvre de tout le dispositif, entre autres du portail public de facturation. À cette occasion, donc jeudi dernier, dans les locaux, était présent le consortium qui travaille pour mettre en œuvre ce portail public de facturation, à savoir Capgemini et CGI. Et donc, ils ont confirmé hein, la complexité que revêtait ce portail. Et donc, ça, c'est également une des raisons du report. L'objectif à travers ce report, il est double. Le premier, c'est de profiter de cette période supplémentaire. On verra après en termes de délai ce qui a été annoncé et qu'on voit sur la slide qu'a partagé Florent. Mais le premier objectif, c'est de garantir la sécurité et un environnement qui fonctionne
Donc en gros, d'éviter un lancement précipité. Il y a eu des précédents au niveau des finances publiques sur des reports, justement pour vraiment favoriser un démarrage dans les meilleures conditions. Et le deuxième aspect, c'est de sécuriser la montée en puissance la montée en puissance du dispositif, entre autres à travers tout le dispositif d'accompagnement. Et ça, c'est un point qui a été particulièrement précisé par l'administration, c'est vraiment de prendre le temps nécessaire pour accompagner toutes les parties prenantes autour de ce démarrage. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le, dans le détail sur les timings qui ont été évoqués que l'on voit. Donc on parle d'un report qui va se situer de 20 à 24 mois. Donc, il n'y a pas de date précise. Elles seront communiquées à travers la loi de finances, donc plutôt fin d'année de manière précise. Mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un peu de visibilité sur le calendrier. Donc, le calendrier précise globalement ces trois années, c'est-à-dire 2024, une stabilisation des éléments, des spécifications techniques et de la mise en œuvre technique du portail de public de facturation. Donc, en gros, on va laisser vraiment le consortium travailler à la mise en œuvre du PPF dans les meilleures conditions. L'année 2025, ça va être la qualification technique. Donc, ce qu'on met derrière la qualification technique, en fait, ça va être la phase vraiment de pilote et de test technique pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions et justement s'assurer qu'on couvre tous les éléments nécessaires à l'entrée en vigueur. Et 2026, un démarrage progressif, sachant qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est en cours sur un démarrage en 2 ou 3 vagues. On se souvient que la réforme devait s'articuler à travers 3 vagues, des grandes entreprises jusqu'aux PME sur un calendrier étalé de 18 mois. Là, c'est encore une vraie question pour l'administration de voir si on reste sur un déploiement progressif ou un déploiement plutôt accéléré. Donc ça, c'est sur le calendrier de ce qui a été, dans ce qui a été communiqué. Un des éléments importants, c'est le fait d'apporter de la visibilité auprès des entreprises. Alors, principalement des grandes entreprises qui s'étaient vraiment mis en ordre de marche. Alors, pour certaines, de manière contrainte et forcée et avec beaucoup d'appréhension, mais qui avaient fait vraiment le job nécessaire pour être prêts en temps et en heure. C'est le cas également, on y reviendra, mais sur les plateformes partenaires. C'est-à-dire que Tessie, candidat PDP, a prévu, voilà, notre roadmap permettait vraiment de se mettre en ordre de marche. Donc, ce qui a été évoqué pour rassurer les entreprises, il y a 2 aspects importants peut-être à préciser. Le premier, c'est de pouvoir communiquer sur une liste de candidats à l'immatriculation, potentiellement en fin d'année. La DGFiP prévoit une communication d'une liste d'éditeurs qui ont déposé leur dossier. Donc, nous, on a été informés là, à la rentrée, puisqu'on était dans la quinzaine d'éditeurs à avoir déjà déposé notre dossier. Justement, voilà, la DGFiP demandait notre accord pour qu'on soit cité. Là-dessus, nous, on milite pour qu'il y ait quand même une pré-instruction, puisque voilà, sinon, ce n'est pas forcément de nature à rassurer les entreprises de simplement avoir une liste déclarative, parce qu'à ce stade, notre dépôt il est uniquement administratif. Donc, ça nous semblerait intéressant d'avoir une pré-instruction. Le deuxième élément qui nous semble important également, c'était d'avoir une assurance de la part de l'administration et de l'AIFE en particulier sur le fait que les spécifications communiquées à date n'allaient pas bouger de manière structurante et on a eu confirmation que les specs ne bougeraient pas. Alors, il y a des cas d'usage qui nécessitent à être précisés dans certains secteurs d'activité et sur certains volets. Donc ça, voilà, on va continuer de travailler à travers les groupes de travail sur ces cas d'usage et sur ces spécifications, mais en tout cas, pas de changement structurant. Et j'ai vu un commentaire apparaître dans le chat. J'ai pas lu, j'ai juste vu Vida, mais en effet, ça c'est un point. C'est pour ça que je parle des spécifications d'ailleurs qui sont plutôt valables pour la partie e-invoicing, mais sur le e-reporting, le report pourrait se télescoper avec le règlement Vida. Et donc là-dessus, il y a eu un certain nombre de discussions qui ont été évoquées sans que des réponses aient été trouvées, si ce n'est une réassurance là aussi sur le fait que le règlement Vida se rapprocherait de ce qui est spécifié à date sur le e-reporting, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Donc, je pense que là-dessus, on aura encore des discussions, mais pour l'instant, on n'a pas plus de visibilité sur un alignement, par exemple, des plannings entre le e-reporting et le règlement VIDA. Voilà Oui, sur en les fait, éléments.
Et après, ça nous semble important de faire ce point-là. Si vous avez d'autres, entre autres, par exemple, on pourrait revenir sur le pilote, puisqu'il y a eu des éléments qui ont été apportés sur le pilote, mais on pourra peut-être le faire à travers un jeu de questions-réponses à la fin du webinaire. L'idée étant de tenir notre timing, Florent, donc je vais te laisser après la main pour pouvoir poursuivre. Merci Guillaume. Sachant que donc la question qui était apparue dans le chat, qui avait effectivement évoqué Vida, c'était plus sur la notion de visibilité sur le calendrier de déploiement. Est-ce que ce serait du Big Bang, du progressif, une vague unique ou en plusieurs vagues? Donc tu as déjà répondu en partie, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la notion de déploiement, beaucoup de théories et aucune vraiment réponse arrêtée. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas encore d'éléments de réponse. Tout est en termes de réflexion, on va dire en cours, sachant que quand même le progressif a l'air d'être ce qui est plutôt retenu. Et donc il y a plutôt des pistes ou des intentions, des préférences, on va dire. Donc le progressif est potentiellement 2 vagues plutôt que 3. Mais je vais retourner donc à notre web séminaire, effectivement, et compte tenu on va dire des timings passés un peu plus vite sur certains aspects. J'avais prévu de parler avant des acteurs, de revenir sur quelques éléments avec quelques rappels. Je pense qu'on va faire beaucoup plus vite sur cette partie-là. On a des objectifs, on va dire, exprimés par l'État. Ils sont inscrits sur cette slide. Ils sont au nombre de 4. Cela, il reste inchangé. Et en termes de principe, c'était juste de rappeler qu'il y avait 2 dimensions. Il y avait une dimension échange de factures électroniques. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas, parce que l'amalgame continue à exister auprès des entreprises, notamment auprès d'une grande part. On est à plus d'un tiers des entreprises qui pensent que envoyer un PDF par email, c'est faire de la facture électronique. Je voulais juste rappeler qu'à ce stade-là, la facture électronique, en tout cas conforme au sens de la réglementation, c'est pas une facture numérisée, donc c'est très différent et que donc il y a cette notion d'échange de facture électronique et puis il y a cette notion de déclaration, en tout cas de déclaration des flux de TVA, et tous ces 2 principes en fait sont encadrés et bien spécifiés au sein des spécifications techniques, dont la dernière version, la 2.3, et elle date du 31/07 2023, donc d'il y a quelques mois. Donc je vous invite à bien aller lire ces spécifications techniques, puisque comme l'a évoqué Guillaume, elles enfin, il y a peu de chances pour qu'elles bougent encore, ou en tout cas à la marge. Donc là-dessus, c'était histoire de vous faire ces rappels. Il va y avoir, et il y a donc pour les entreprises une transformation digitale. Il y a un certain nombre de choses à faire, notamment de recourir à des acteurs spécifiques. Spécifiques à quoi? Spécifiques à un dispositif. Donc je reviens juste rapidement sur le dispositif qui est retenu en France, qui est un schéma dit en Y, qui diffère un petit peu des autres pays, ou d'autres pays, comme par exemple l'Italie, qui a choisi un schéma dit en V. Alors, dans le schéma en V, il y a seul l'État qui concentre et reçoit les factures et flux de données, tandis que dans le cas du schéma Y, on a donc d'autres acteurs qui interviennent. Au niveau donc des avantages du schéma, il y a un certain nombre d'éléments qui émergent. Il a le mérite de laisser aux entreprises une liberté de choix quant aux prestataires de facturation, et par conséquent permet de préserver aussi en partie un existant, notamment par rapport aux anciens investissements qui auraient été faits par les entreprises en termes de logiciels, de dématérialisation notamment, en effort de digitalisation des processus ou de mise au format, et de développement ou de DI existants entre clients et fournisseurs. Dans le schéma en Y, les acteurs offrant de solutions éditeurs et facilitateurs, ils peuvent continuer de proposer leurs services à leurs clients au lieu entre guillemets, de ne plus leur laisser une forme d'utilité à ce niveau-là. Et une partie des flux est décentralisée pour offrir une autonomie des échanges en cas notamment de défaillance, d'une ou de plusieurs plateformes. Donc, cette décentralisation, ça ne veut pas dire non plus s'éparpiller dans tous les sens, avec un affaiblissement, par exemple, en termes de sécurisation des échanges. On a un modèle en Y qui s'accompagne vraiment d'exigences fortes vis-à-vis des plateformes en termes de sécurisation des données et contribution à l'épisode fiable, et dans les normes aussi d'archivage
notamment dans un contexte où certains acteurs nécessitent d'être immatriculés et donc de pouvoir prouver de leur sérieux. Et pour terminer aussi, le modèle en Y, il a un intérêt, il prône aussi une interopérabilité entre plateformes. Donc ça fiabilise, ça facilite les échanges, et donc les échanges, mais de quel flux exactement? Ce que je vous propose, c'est d'aborder, en rappel pour ceux qui le savent déjà, mais en tout cas de l'expliquer pour ceux qui sont nouveaux sur le sujet. La mise en œuvre du dispositif, elle va conduire les entreprises à devoir appréhender 4 types de flux pour remplir leurs obligations de déclaration fiscale. On a un premier flux qui est issu du dispositif de facturation électronique appelé e-invoicing. Alors, le dispositif d'e-invoicing, c'est quoi? L'entreprise doit remonter à l'État toutes les transactions qui sont réalisées par ou entre assujettis établis en France. On est sur des données dans des formats, des données de factures qui devront être transmises à l'État via un flux d'informations. Ça implique pour les entreprises d'être en mesure de recevoir et d'émettre les dites factures dans des formats adaptés pour réaliser cette transmission à la même fréquence qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au fil de l'eau. Donc, il y a une adaptation aussi sur la, on va dire, qui doit aménager cette notion de transmission au fil de l'eau. Le CTC, le second flux, c'est celui qui est issu du dispositif appelé e-reporting. Celui-ci, il va compliquer ce qui n'est pas couvert par le périmètre du invoicing, c'est-à-dire la déclaration des données TVA qui est liée au fait aux transactions vers et entre particuliers cette fois-ci. Donc, ce n'est pas le B2B domestique, mais c'est le B2C, ainsi que les transactions entre entreprises vers et depuis l'international. On est sur le B2B int international. À cela aussi s'ajoute l'obligation de transmission des données relatives au paiement et encaissement pour les prestations de services. Alors ça, c'est seulement en l'absence d'option pour la TVA sur les débits. Et avec le e-reporting, les entreprises elles vont devoir mettre en place des moyens pour collecter, agréger et mettre au format des flux de données et aussi adapter le récit pour transmettre ces flux avec une fréquence de transmission qui, bon, pour le coup, dépend du régime déclaratif dont relève l'entreprise en matière de TVA. Mais ça peut être donc tous les 10 jours, ça peut être mensuel et bimestriel. Troisième flux, ça concerne la gestion des données au sein de l'annuaire, plus spécifiquement leur mise à jour. Alors l'annuaire, c'est quoi? C'est un référentiel de données destinataires. Son rôle, c'est d'assurer le bon adressage, une forme d'aiguillage des factures et des statuts et des données de facturation. Donc c'est vraiment un référentiel de destinataire. Et dans les données en question, il y aura les numéros de sirène, des entreprises et aussi d'autres données, un code de service et code de routage notamment, qui doivent permettre d'adresser des entités spécifiques. Et sont précisées aussi les modalités de transmission choisies par le destinataire. C'est-à-dire, est-ce que je passe par le PPF? Est-ce que j'ai une PDP pour les flux qui sont gérés, en tout cas en récipient? Le quatrième flux, après, c'est celui qui va viser à gérer le cycle de vie des factures, c'est-à-dire informer l'administration et les acteurs concernés du statut d'une facture à l'instant T ou d'un éventuel changement de ce statut. Il existe des statuts obligatoires, il y en a 4, dépôt, rejet, encaissement, refus, et il y en a d'autres qui sont recommandés, comme pris en charge ou encore approuvé. Alors, au-delà de la gestion de ces flux, passer à la facture électronique, ça représente plus qu'un simple raccordement technique et ça nécessite une réelle préparation. Préparation dont je vous propose assez rapidement les principaux chantiers. Tout d'abord, il faut se mettre en mode projet. Ça va vous permettre de légitimiser le projet en interne, sécuriser un sponsor et gagner en efficacité opérationnelle. Comme pour tout projet, il faut d'abord désigner un leader projet, former une équipe transverse composée d'utilisateurs clés et mettre en place une gouvernance. Ensuite, après, c'est l'étape, à mon avis, l'étape la plus importante. Il faut réaliser un vrai état des lieux de l'existant, un recensement, c'est-à-dire un vrai recensement du paysage à la fois humain et applicatif qui est en lien avec la facturation. On va chercher les personnes, les outils, les flux de factures qui sont impactés ou seraient impactés par le projet. Le but, c'est d'obtenir une vision exhaustive de l'existant, une sorte de photo technique des flux d'échange des factures, et du coup, de mieux cerner ce qu'on va avoir à dématérialiser ou à digitaliser. Prenez le temps pour bien faire le tour de votre existant. Ça tombe bien, le report permet d'avoir ce temps. Maximisez vos chances de bien faire les choses. Sinon, vous risquez de passer à côté de certains éléments qui pourraient être optimisés et qui pourraient être à l'origine plus tard de difficultés, notamment lors de la phase d'implémentation de la solution. Une fois que cet état des lieux il a été effectué, il faut procéder à une analyse des processus, des workflows en lien avec vos factures pour cerner ceux
à supprimer ou soit à optimiser ou à automatiser. Ça amène à échanger avec les équipes concernées, notamment pour identifier d'éventuelles interdépendances entre applications, bases de données, l'humain, et aussi en même temps, hein, d'une pierre deux coups, préparer une future conduite du changement. Autre chantier important pour maximiser la réussite de votre projet, il est préférable, vraiment préférable, d'obtenir l'adhésion des parties prenantes pour lesquelles prévoir une communication réfléchie. Quand on parle des parties prenantes, il y en a bien plus que celles auxquelles on pense à première vue. En interne, on pense bien évidemment aux équipes directement impactées, comme les équipes comptables, mais il faut aussi impliquer des services connexes ou transverses, comme les équipes IT, conformité, fiscalité, juridique. Il y a aussi les achats, la logistique et aussi le commerce. Côté parties prenantes externes, on pense aux fournisseurs, aux clients, mais il y a aussi les tiers tels que vos prestataires conseils, SS2I, les éditeurs de logiciels ERP, parfois des spécifiques sectoriels, notamment quand il s'agit des logiciels liés au supply chain ou au procurement, qui sont parfois en adhérence aussi avec la facturation. Pourquoi? Parce qu'en s'y prenant bien, vous verrez des bénéfices. Par exemple, quand en interne, les employés sont vraiment impliqués dans le projet, ça participe à surmonter d'éventuelles difficultés et même ça va lisser, en tout cas, estomper un peu la peur du changement. Le travail des équipes, après, il est facilité, puisqu'on a une plus grande légitimité et visibilité au sein de l'interne en termes de projet. Le calendrier, il est plus facilement respecté. Puis, côté client et fournisseur, ça leur permet vraiment de s'adapter. Si vous communiquez en amont, si on le fait bien, on va dire les parties prenantes, notamment externes, en sortent rassurées et on est en capacité de mieux, on va dire, de mieux gérer sa transition et sa transformation digitale. Un autre sujet parfois négligé, et c'est dommage, c'est celui des référentiels. L'alimentation en données des factures, et notamment aussi pour leur bon aiguillage, il ne peut fonctionner qu'à partir de référentiels qui sont à jour et propres et bien maîtrisés. Et dans ce contexte, s'assurer de la qualité de ces référentiels, ça prend une grande importance. Donc voilà, nécessaire de prévoir une phase de revue des données qui sont parfois disséminées dans l'organisation, puis les nettoyer et mettre en place un processus de maintien qui leur permette d'être à jour. Un autre exercice important à effectuer, c'est bien évidemment de définir quelle serait sa solution de dématérialisation cible, ou en tout cas la solution de ses rêves. Ça nécessite de passer par une formulation de ses besoins, identifier ce qu'on souhaite optimiser. Au passage, on se challenge sur ses capacités de réalisation, qu'elles soient en interne ou en tout cas en externe, et on va évaluer derrière l'accompagnement dont on pourrait avoir besoin. Ayez pas peur de vous faire aider, c'est important. Les projets sont plus complexes. Parfois, on découvre des choses en cours de route. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le fait de vous accompagner, que ce soit en interne ou en externe. Voilà, faites-vous entourer par des conseils. Aussi, on est d'accord que rédiger un cahier des charges détaillé, notamment, c'est pas obligatoire, mais c'est bien. Ça permet de poser les choses en interne et de garder on va dire une forme de feuille de route, notamment de ces exigences, de façon précise et détaillée. Et dernier chantier, une fois qu'on a tout ça, c'est celui de choisir sa solution ou la solution et plateforme qui conviennent pour se faire rencontrer les acteurs du marché, appréhender les solutions qu'ils proposent et on peut bien évidemment envisager des études de marché au préalable, avoir quelqu'un pareil en conseil, lancer des consultations comme des RFP ou des appels d'offres. Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions, demander des informations, sourcer on va dire les différents acteurs pour voir quels sont ceux qui vont coller et matcher à vos besoins, puisque vos besoins sont spécifiques et sont uniques. Potentiellement, certaines des solutions vont couvrir un certain nombre de choses dont vous avez besoin et d'autres pas. Quand je parle de différentes solutions et d'aller voir les acteurs, donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet de la présentation. Avec un petit peu de retard d'ailleurs, et je m'en excuse. Donc, dans le schéma en Y, il y a bien évidemment les entreprises, d'un côté, assujetties à la TVA en France. Alors attention, elles sont chacun dans des rôles de fournisseurs et d'acheteurs. On en dénombre quand même plus de 4 échanges, semble-t-il, environ 2,5 milliards de factures émises chaque année.
Pour accompagner les entreprises dans leur dématérialisation, leur digitalisation et leur gestion de la conformité, il y a 3 acteurs qu'on peut distinguer. Il y a au cœur du dispositif la réalisation par l'État, notamment en s'appuyant sur l'AIFE d'une plateforme donc de type Chorus Pro, que vous connaissez si vous envoyez et vous travaillez en tout cas avec le gouvernement et que vous envoyez vos factures via Chorus Pro, qui est en bleu sur le schéma et qui est appelé PPF, donc Portail public de facturation. C'est le seul acteur habilité à dialoguer directement avec l'administration fiscale. Il administre de son côté ce qu'on appelle l'annuaire donc des entreprises, et dont je vais parler sur une slide précédente, et il centralise donc toutes les informations issues des déclarations. Autour de ce portail public, il y a 2 autres acteurs. On a d'une part des opérateurs de dématérialisation, dits les OD, qui sont des intermédiaires techniques qui proposent des services liés à la dématérialisation des factures. Et d'autre part, on a aussi ce qu'on appelle des PDP. Alors, le PDP pour plateforme de dématérialisation partenaire. C'est plus facile de dire PDP que plateforme de dématérialisation partenaire. Mais il s'agit donc d'opérateurs de dématérialisation, donc des plateformes privées de type intermédiaire technique, mais qui vont être immatriculées par l'État, notamment pour agir comme tiers de confiance, autorisés à transmettre directement les factures entre entreprises destinataires et fournisseurs, et aussi s'occuper de la transmission des flux déclaratifs. Chacun de ces intermédiaires, ils vont proposer des services en lien avec la facture électronique, mais sur des périmètres qui vont être différents, avec une richesse fonctionnelle qui va varier d'un acteur à l'autre. Alors, il va s'agir de services qui peuvent être liés à la dématérialisation des factures ou de digitalisation des processus financiers, avec parfois des services qui vont compléter et des services donc à valeur ajoutée, ou encore des services qui vont viser à gérer ou à permettre la gestion de la conformité pour, on va dire, de leurs clients. Je vais rentrer juste un tout petit peu dans le détail donc, de chacun de ces acteurs. Tout d'abord avec le PPF, qui représente l'offre publique, qui est proposée par l'État. Cette plateforme, qu'est-ce qu'elle a comme rôle? En fait, elle se matérialise sous la forme d'un portail qui est accessible gratuitement, en ligne, donc dans la continuité de Chorus Pro. Vous en êtes un utilisateur d'un service public, donc il n'y a pas vraiment de relation contractuelle de type client-prestataire. Il y a une offre de service qui est réduite avec un service minimal pour le dépôt, la transmission, la réception et la conservation des factures. Il y a une notion de conservation qui diffère de l'archivage à valeur probante, qui lui tient plus de preuves devant les tribunaux, contrairement à la simple conservation. Sont mis à disposition donc des entreprises 3 canaux d'échange. En tout cas, seront mis à disposition des entreprises, puisque le portail est, comme l'expliquait Guillaume pour le nouveau calendrier, en tout cas celui qui se dessine. Donc 3 canaux d'échange seront proposés. On a un portail web pour la saisie des données. On a la possibilité de faire transiter ces factures par EDI ou en utilisant des API. Il y a 3 formats de factures électroniques qui seront gérés. Il s'agit des formats dits du socle, 2 formats XML, le XML C2I, le XML UBL et le format hybride dit FactureX. Sera toléré, ou en tout cas serait toléré le PDF simple jusqu'en 2027 via un dépôt sur le portail. Alors via 2027, après ça va dépendre, je suppose, quand on aura un peu plus d'éclaircissement par rapport aux prochaines dates vraiment de déploiement. Et donc le PPF aussi permet la gestion des statuts obligatoires, essentiellement obligatoires, avec déposés, refusés, encaissés et rejetés. Et en termes de rôle, le PPF étant opéré par l'AIFE, il va concentrer l'intégralité des flux de données de facturation, de transactions et de paiement qui est issu du e-invoicing et du e-reporting, venant des entreprises et des PDP, avant de les transmettre à l'administration. Et enfin, donc le PPF, il a comme une responsabilité l'administration de l'annuaire des entreprises. En conclusion, donc, le PPF, c'est quoi? Il offre un mix de services minimal, certes, mais gratuit, qui sont liés donc à la dématérialisation des factures et qui permettent derrière après en tout cas à minima la gestion de la conformité des factures et la transmission des données à l'administration. Donc on va dire un acteur prédominant et au cœur du dispositif. L'opérateur de dématérialisation représente lui plutôt donc simplement un partenaire technique qui va proposer une plateforme privée qui, elle, va être complétée par des services de dématérialisation ou d'autres à valeur ajoutée. Donc son offre, elle va être payante. L'entreprise
Vous êtes dans une relation contractuelle client-prestataire qui est généralement matérialisée par un contrat. Donc là, pour le coup, on va être dans une dimension qui va tenir plus compte, en tout cas, des attentes du client. Notamment s'il y a des SLA, s'il y a des exigences on va dire de support, de réponse et des engagements à prendre. L'OD n'est pas habilité à valider la conformité des factures et de leurs données, ni à les transmettre aux destinataires ni à l'administration. C'est la raison pour laquelle, en tout cas l'OD seul n'est pas habilité à le faire. C'est la raison pour laquelle il doit être combiné au PPF ou à une PDP et agir en délégation de son client, s'il veut pouvoir proposer des services liés à la conformité. Dans son périmètre de service, il peut donc proposer, comme je le disais tout à l'heure, des services de dématérialisation des factures. Il peut notamment créer des factures dans les formats du socle. Il peut envoyer ou récupérer des factures au PPF ou à la PDP de son client. Il peut effectuer des pré-contrôles. Il peut préparer ou récupérer les statuts du cycle de vie. Il propose aussi souvent des services à valeur ajoutée, pour beaucoup issus de la digitalisation des processus financiers, comme par exemple, on va avoir des contrôles métiers ou workflows spécifiques, de l'intégration comptable, certains rapprochements 2 ou 3 voies, des workflows de validation spécifiques. Il peut mettre à disposition de ses clients des indicateurs, des outils de pilotage. On va avoir des jolis dashboards avec des outils BI. Il peut proposer des fonctionnalités de mise au paiement ou directement le paiement des factures, ainsi que des services pour certains d'encaissement ou complémentaires, de lettrage, de relance ou encore de recouvrement. Comme le PPF ne les gère pas, l'OD, il va s'occuper aussi de la réception et de l'émission des factures échangées à l'international, puisque le PPF, il va être sur une couverture des factures domestiques B2B. Et donc, l'OD peut proposer donc, des services qui vont être liés à la gestion donc, de ces factures qui sont en dehors de ces scopes, donc à l'international, ou hors format du socle, par exemple. De même, côté sécurisation des données, il peut proposer de la signature et un eurodatage, par exemple, qualifié, IDEAS, des factures, et puis leur archivage à valeur probante. En conclusion, un OD, c'est quoi? C'est un intermédiaire technique, et il y a beaucoup d'éditeurs, notamment, qui sont dans cette définition-là, d'éditeurs du marché, qui, selon l'OD, l'éditeur va pouvoir proposer un large éventail de services, mais qui vont donc être des services en amont de la gestion de la conformité des factures. Sans immatriculation PDP, il va devoir s'appuyer sur le PPF ou une PDP. Maintenant, si on zoome sur les plateformes de dématérialisation partenaires, dit les PDP, il s'agit principalement donc d'OD. On reprend la même définition, le même profil que précédemment, mais qui veulent élargir leur périmètre de service, d'offres de service, on va dire en rattachant, en élargissant à ceux liés à la conformité, ou en tout cas à la gestion de la conformité des factures de leurs clients. Dans le dispositif, ils vont tenir un rôle de tiers de confiance. Pour pouvoir le faire, il va être nécessaire pour eux d'être habilités avec un statut spécifique donc de PDP qui est délivré, enfin c'est une immatriculation qui est délivrée par des services spécifiques de l'administration, des services qui vont effectivement revoir le sérieux des dossiers des candidats, et donc ils vont immatriculer de façon temporaire et renouvelable les PDP. Donc une PDP qu'on devrait plutôt appeler, au vu des profils on va dire des différents candidats du marché, des ODPDP, représente donc au même titre qu'un OD un partenaire technique qui va proposer une plateforme privée complétée d'un ensemble de services qui va aller jusqu'à la gestion de la conformité des factures. Son offre, elle va être payante, comme pour l'OD. On a une relation contractuelle client-prestataire qui est généralement aussi matérialisée, bien évidemment, par un contrat. Donc, on va tenir compte des attentes du client, contrairement au PPF, où là, vous êtes plutôt un utilisateur qui va, on va dire, avec peu de chances de tenir une forme d'écoute. Et derrière, un ODPDP représente donc c'est un unique interlocuteur pour son client, puisque là, au lieu d'avoir une démultiplication des interlocuteurs, par exemple, si vous êtes appelé à un OD qui lui-même va être combiné à une PDP ou un PPF, où là, vous aurez donc 3 interlocuteurs ou 2, et donc plusieurs relations contractuelles. Là, celui-ci, c'est un petit peu un tout en un 3 en 1. Je ne fais pas de la pub pour de la lessive,
mais on est sur une forme de 3 en 1 qui va avoir une immatriculation, qui va être un gage de sécurité, et une offre de service théoriquement plus riche que les autres acteurs, puisque on va avoir des ajouts de périmètre, notamment côté tiers de confiance, ou dans le périmètre de la gestion de la conformité, il va y avoir ce rôle de garantir la conformité de la facture en contrôlant et en assurant la validité des factures à émettre ou reçues, ainsi que leur contenu, mais aussi contrôler la qualité des données de transaction et de paiement, puis convertir les factures établies par le fournisseur dans le format souhaité par le client, transmettre les factures électroniques directement au destinataire via l'annuaire des entreprises, et aussi recevoir les factures et les mettre à disposition de ses clients. Il va aussi extraire les données de facturation de transactions de paiement et les transmettre à l'administration via le PPF qui concentre tout ça. La PDP va aussi pouvoir gérer les données relatives au cycle de vie des factures émises et reçues, mais pas seulement les cas de statut obligatoires, aussi ceux qui peuvent être dits recommandés, ou en tout cas optionnels. Et dans ces responsabilités, il y a aussi la mise à jour de l'annuaire des entreprises pour le compte de son client lorsque c'est nécessaire, et le développement de l'interopérabilité et la communication donc, entre les différents PDP. En synthèse des slides précédentes, je vous propose donc un C'est petit pas mal, ça. tableau. Alors c'est pas mal, si vous le trouvez pas mal, Ouais. tant mieux. Ce que je Oui. vous propose, c'est un extrait d'une infographie, enfin un tableau infographique qui est beaucoup plus riche, que je peux vous envoyer bien évidemment après le web séminaire, et qui est plus, on va dire, plus sympa ou friendly à lire. En tout cas, ce tableau, le but, c'est voilà, c'est de vous faire un condensé. Dans ce tableau, l'OD, ou en tout cas la notion de PDP, est celle que je vous ai exposée tout à l'heure. On n'est pas sur de la PDP purement au niveau simple du périmètre PDP, on est sur le type d'acteur, et plus globalement et majoritairement, les PDP sont aussi OD sur le marché jusqu'à présent. Je crois qu'il y a quelques nouveaux puristes qui se lancent dans l'aventure en voulant, ou en tout cas en proposant que le périmètre PDP, mais du coup, ce tableau ne reflète pas ces acteurs-là. Donc, qui peut faire quoi? Sur les contrôles de premier niveau des données, notamment tout ce qui est identité, mention légale et cohérence de montant, on est sur des contrôles qui peuvent être faits par tous les acteurs. On a des contrôles, après s'il y a des contrôles fonctionnels spécifiques plus métier, le PPF ne va pas aller sur on va dire sur ces prestations-là. La création de l'original de la facture, elle va pouvoir être faite, ou en tout cas, on parle d'original de la facture quand c'est entre les mains du PPF ou d'une PDP. Au niveau des conversions et des échanges de factures, notamment la réception et émission dans les formats du socle, on est avec nativement le PPF et la PDP qui vont pouvoir le faire. L'OD devra s'appuyer sur le PPF ou la PDP, notamment pour les échanges, pour pouvoir le proposer. Pareil après pour la conversion et les échanges des factures dans des formats qui seraient hors socle, notamment qui peut être DIFACT. On a donc le PPF qui ne sera pas en mesure de le gérer, le PDP donc il va pouvoir le proposer, ou certains PDP peuvent le proposer nativement, et des OD qui pourraient le proposer, mais seront forcément obligés derrière, pour les échanges, de se combiner donc au service du PPF ou d'une PDP. Pour la piste d'audit fiable, il y a une contribution côté PPF quand il y a on va dire une vraie mise à disposition, ou en tout cas des systèmes et de la piste auditiable par la PDP ou l'OD. Il y a un archivage à valeur probatoire des factures qui peut être proposé par la PDP ou l'OD, tandis que côté PPF, on est sur une forme de dimension de conservation qui n'a pas la même valeur devant des tribunaux du commerce notamment, que l'archivage à valeur probatoire des factures. En termes de sécurité des données, notamment quand on parle de gages liés à l'immatriculation, donc le PPF et bien évidemment le représentant de l'État est dans ce niveau de sécurité. La PDP a son immatriculation, on va dire, en gage de niveau sécuritaire. Et après, côté OD, bah, ça va être entre guillemets à la discrétion de l'OD, donc c'est pas forcément une garantie. Côté extraction des données facturées, leur transmission des flux de données, notamment côté invoicing et reporting, donc c'est le rôle du PPF
de la PDP, mais pas de l'OD. En termes d'échange des factures hors invoicing, donc à l'international, ou même, et ça, chez TCI, on a des centres d'édétique, notamment pour, si jamais vous avez des résiduels papier, le PPF ne va pas vous accompagner, mais la PDP, enfin certaines PDP et certains OD pourront le faire. Pour dans la dimension transmission des statuts, on est avec la transmission de statuts obligatoires. Côté PPF et côté PDP, c'est tous les statuts que demandés par le client. Et côté OD, il est possible effectivement d'avoir cette notion pareille sur tous les statuts à partir du moment où il y a cette combinaison avec le PPF et la PDP. Ce qui apporte, pareil, une visibilité, une traçabilité sur l'ensemble des processus de facturation. On va l'avoir on va dire, au niveau de tous les acteurs. En tout cas, côté OD, à partir du moment où il est, pareil, à s'appuyer sur les services enfin, raccorder et à s'appuyer sur le PPF ou combiner une PDP. En termes d'interfaçage logiciel, avec des tiers et des SI, l'ensemble des acteurs proposent des choses intéressantes, notamment pour capturer et exporter les données. Et en termes d'intégration spécifique, là pour le coup, le PPF ne pourra pas en proposer pendant que PDP et les OD peuvent le faire. Il y a d'autres services à valeur ajoutée dont j'avais fait la liste, ou en tout cas une partie de la liste quand on décrit l'OD ou l'OD-PDP. Le PPF ne les propose pas, tandis qu'une PDP peut le proposer, un OD aussi. Et pareil, pour terminer, côté annuaire, on a donc une administration de l'annuaire qui est faite par le PPF. La PDP est on va dire, en charge de sa mise à jour. Et côté OD, là pour le coup, il n'y a pas de lien, ou en tout cas de rôle auprès de l'annuaire. Donc il y a bien une infographie un peu plus complète. N'hésitez pas à me la demander si besoin. Je vais aller rapidement sur du coup, expliquer les différentes possibilités de configuration pour échanger ces données, c'est-à-dire quel type de dispositif ou de configuration vous devez avoir à l'esprit vis-à-vis de ces acteurs. Alors, vis-à-vis de ces acteurs, il y a soit donc une possibilité d'aller envoyer ces données donc via le PPF, au PPF, pardon, ou de le faire via une PDP, pardon. Après, c'est est-ce qu'on va avoir en intermédiaire un OD ou pas, ou une PDP ou pas. Donc, on peut échanger à l'administration via une connexion PPF. Il n'y a aucune obligation de faire appel forcément à un OD. Donc, on peut être dans le cas 1 en direct, si on a les ressources en interne. Par contre, on peut se faire aider d'un opérateur de dématérialisation. Et après, on va le mettre en délégation de gestion, potentiellement sur le PPF. Et sinon, on va s'appuyer sur les services d'une PDP qui, elle, après, prendra le relais pour faire on va dire, puisque c'est un mini représentant déjà du PPF, qui, elle, va faire écran et va représenter le PPF directement, ou en tout cas d'une manière plus directe. L'autre façon de voir les choses, c'est avec des configurations où vous allez vous reposer sur une connexion directement auprès d'une PDP. Alors, il y a deux façons de le voir. Elles peuvent transiter donc directement entre PDP, les factures, et puis la PDP va faire l'échange et la transmission des données, déclarations vers le PPF pour qu'il le transmette à l'administration. Il va être dans son rôle de tiers de confiance. Et sinon, on va dire les factures ou en tout cas les échanges de données vont se faire au travers de l'OD, donc de votre OD, qui va être en délégation et donc lui-même sera combiné avec une PDP. Je vais avancer le plus vite possible pour qu'on ne soit pas trop hors temps.
et essayer de vous donner quelques éléments qui doivent vous aider à faire votre choix de partenaire technique, notamment donc 10 critères qu'on a retenus, sa capacité à gérer donc plusieurs canaux, plusieurs formats et différentes volumétries, l'étendue de ses fonctionnalités, bien évidemment, la richesse fonctionnelle de sa plateforme et les services derrière additionnels qui sont proposés et leur valeur ajoutée, la compatibilité de la plateforme avec les outils qui sont en place et ça, ou alors si c'est un besoin, hein, sa capacité d'intégration à votre SI ou par rapport à vos besoins. Il y a la simplicité d'utilisation de la solution, notamment aussi l'ergonomie des IHM. C'est important pour les équipes. Il y a la qualité du support et de l'accompagnement dont vous allez hériter, notamment aussi en termes de formation. Ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui est souvent oublié. On pense trop technique et pas assez parfois à la dimension humaine, c'est-à-dire au quotidien des équipes. Il y a bien évidemment, et ça les RSSI sont les ayatollahs sur ces aspects-là, mais le niveau de sécurité et la fiabilité qui est affichée par la plateforme. Et puis, si vous êtes dans des, on va dire, des besoins d'accompagnement fort, des spécificités, que voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui soit là bien à votre écoute, il y a aussi cette compréhension métier et cette capacité du prestataire et partenaire à vous accompagner. Il y a le coût, bien évidemment, de la plateforme et de la proposition, mais il faut les peser, et ça c'est important par rapport au gain potentiel. Ne faites pas juste un rapport où vous allez évaluer essentiellement les coûts de la plateforme. Il y a cette notion de gain, c'est-à-dire quel va être le retour sur investissement. Et puis derrière, il y a bien évidemment la légitimité du partenaire. Est-ce qu'il a son expertise sur le sujet? Quelle est son ancienneté sur le marché? Quel type d'acteur c'est au départ, initialement, avant de venir se présenter et proposer des prestations? Et derrière, le temps de déploiement de la solution, puisque il y a eu ce report qui nous donne une bouffée d'air frais, mais c'est pas une raison pour procrastiner et c'est important de pouvoir faire les choses sereinement et quand on a on va dire un projet à mettre en place, ça prend quand même plusieurs mois. Selon la complexité du projet, ça va prendre jusqu'à même, 1 an, pour certaines grandes entreprises, donc ne pas hésiter à voilà, à prendre son temps et à faire. Donc après, plus spécifiquement, par rapport au service d'une PDP, quand recourir à leurs services, les raisons qu'il faudrait considérer. Alors, c'est quand vous avez une taille d'entreprise conséquente, ou alors des entités, un grand nombre d'entités. Quand vous avez plusieurs types ou typologies de factures avec des flux à gérer, de grosses volumétries aussi, et donc vous voulez et vous êtes en recherche d'une forme de robustesse avec des engagements vis-à-vis de cette robustesse et de cette fiabilité. Quand vous avez aussi des flux EDI, des investissements que vous pouvez préserver, quand vous avez une activité complexe avec des cas d'usage un peu différents, un peu à la marge, ou des scénarios voilà, à comprendre ou à appréhender qui sont complexes. En fonction aussi quand on fait son recensement et son état de lieu, en fonction de l'hétérogénéité et le nombre d'outils qu'on a en adhérence avec la facture, ça peut être important de s'adresser à une PDP qui va pouvoir voilà, avoir cette souplesse, en tout cas cette compréhension plus large de comment vous accompagner et des choses à faire. Quand on a un flux de facture qui est non pris en charge, alors ça c'est plus logique, mais quand c'est pas pris en charge par le PPF, notamment en termes de flux de facture ou de format, bien évidemment, on va se tourner vers une PDP. Et quand on va avoir des échanges de factures internationales, ça peut aussi être une des raisons. La digitalisation des processus financiers aussi, puisque ça fait partie on va dire du périmètre de service de la partie dématérialisation, opérateur de dématérialisation, mais la digitalisation des processus financiers va permettre de trouver, quand on s'adresse à une PTP, parfois voilà, une offre de service qui va aller vraiment au-delà de la facture ou de la simple facture, avec des choses qui sont inhérentes vraiment au métier un peu particulier de la PDP. Après, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est par rapport à une sensibilité qu'on pourrait avoir à la sécurité. On a aussi cette notion de spécificité métier qui va nécessiter des capacités d'intégration et puis des besoins en signature ou en archivage.
Et puis, il y avait voilà, c'était abordé, ou en tout cas effleuré au sein du chat au début, il y a cette notion et dimension VIDA, VAD in the Digital Age, qui est donc le projet européen qui arrive d'ici quelques années. Et on va dire, c'est une forme de bonus aussi de faire appel à, ou de reposer sur un acteur qui va être au plus proche de ce qui risque de se passer et qui sera mieux à même quand on y sera, de pouvoir vous accompagner sans qu'il y ait on va dire une forme de re-challenge de l'existant. Je vais faire encore 2 slides. Juste vous donner des éléments pour une petite visibilité qui sont des éléments liés à l'obtention du statut de PDP. Pour vous parler rapidement donc, du fait qu'il y a une démarche forte. Donc c'est un engagement fort pour les éditeurs ou les opérateurs qui veulent se lancer dans la course de la dématérialisation, de l'immatriculation. Il y a eu des principaux jalons qui donc sont en précision maintenant aujourd'hui, puisque en mai, il y a eu donc une session d'ouverture de dépôt de dossier qu'a rejoint Tessie, donc avec une candidature à l'immatriculation PDP en juin. Et derrière, et c'est encore en cours, il y a une instruction des dossiers par les services compétents de la DGFiP pour une délivrance, donc d'abord d'une immatriculation dans le temporaire d'1 an. 1 an, c'est le temps qui nous est laissé qui nous sera laissé par la DGFiP pour attester du succès d'un audit PDP, pour ensuite obtenir une immatriculation qu'on n'appelle plus temporaire, mais qui sera quand même renouvelable, ou en tout cas renouvelée tous les 3 ans avec un audit, donc tous les 3 ans. Normalement, on devrait avoir une liste publiée de PDP candidats qui auraient obtenu cette autorisation temporaire d'1 an et donc qui sera publiée ou qui serait publiée S1 2024 sur le site du gouvernement. Ce qu'il faut retenir, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de PDP immatriculés, uniquement des candidats, donc des aspirants PDP. Il s'agit principalement donc d'opérateurs de dématérialisation. Ça présente un grand nombre d'avantages puisqu'on est sur des opérateurs et des partenaires qui vont pouvoir proposer une plus grande richesse fonctionnelle et qui vont être là comme gage de sécurité, mais aussi de conformité des factures et des flux transmis à l'administration. Compte tenu des intentions déclarées du marché, on évalue à environ 30 à 70 plateformes candidates aujourd'hui au statut PDP. Suite à la réunion de jeudi dernier, la DGFiP a fait état d'une première vague d'à peu près un peu plus d'une vingtaine de nombre de plateformes candidates, donc ça incluait Tessie. Et donc sur le marché, il y aura un grand nombre d'opérateurs de dématérialisation, c'est-à-dire des prestataires de solutions diverses. Et donc, on le suppose à peu près entre 30 et 70 plateformes qui seront immatriculées. Je vais prendre les questions à ce stade.